La vie dans un bunker, c'est pas comme dans les films. Y a rien de glorieux là-dedans. Juste du gris, du froid, du silence étouffant. Moi, c'est Alex, 42 ans, père de 2 enfants, marié à Claire. On vit dans ce bunker improvisé depuis des mois, depuis que tout a basculé, depuis que le monde s'est effondré. Ce n'est pas le rêve, croyez-moi, mais on survit. Je gère les ressources, je veille à la sécurité, je bricole ce qu'on peut pour que tout fonctionne. Et je prie. Pas de manière religieuse, non, je prie juste pour qu'on puisse passer un jour de plus. Je me souviens encore de ce jour, le jour où les sirènes ont retenti, le chaos dans les rues, les gens courant partout, le vent qui soulevait la poussière, les cris, les pleurs, les voitures abandonnées en plein milieu des routes. Tout le monde voulait fuir, mais personne ne savait où aller. J'ai fait un choix, ce jour-là. J'ai pris ma famille et je n'ai prévenu personne. Pas les voisins, pas les amis, juste nous. Parce que dans des moments comme ça, c'est chacun pour soi. C'est horrible à dire, mais c'est la vérité. Et cette vérité, elle me ronge chaque jour un peu plus. Peut-être que si j'avais prévenu les autres, ils seraient vivants, eux aussi, peut-être. Mais comment savoir? On fait ce qu'on peut pour survivre, et parfois, c'est tout ce qui compte. Dans ce bunker, on est 4. Il y a Claire, ma femme, toujours calme, protectrice. Lucas, 14 ans, qui commence à me regarder comme si j'étais qu'un vieux idiot qui ne sait rien. Et puis Zoé, 8 ans, qui ne parle presque plus depuis l'explosion. Elle était bavarde avant, vous savez. Elle riait tout le temps. Elle posait des questions sans fin, à en rendre fou. Maintenant, elle nous regarde avec des yeux grands ouverts, comme si elle attendait quelque chose que je ne peux pas lui donner. C'est le plus dur, je crois. Voir ses enfants changer, perdre leur insouciance. On veut les protéger de tout, mais parfois on ne peut rien faire. Aujourd'hui, on a un nouveau problème. Le filtre à air du bunker commence à déconner. L'air devient lourd, difficile à respirer. J'ai ouvert le boîtier du filtre ce matin, et ce que j'ai vu, c'était pas beau à voir. Les pièces sont usées, il y a de la rouille. On a fait durer le matériel plus longtemps que ce qu'il aurait dû. Je dois faire quelque chose, sinon on va suffoquer ici dedans. Mais ça veut dire sortir. Et dehors, c'est un enfer. Les radiations, les survivants hostiles, les ruines qui menacent de s'effondrer à chaque instant. Sortir, c'est risquer de ne jamais revenir. Mais rester ici, c'est nous condamner tous les 4. Chaque minute qui passe, l'air devient plus épais. Lucas commence à tousser, Claire aussi. Je vois Zoé qui se frotte les yeux, elle a du mal à respirer. Je ne peux plus attendre. J'hésite. Sortir, c'est risquer de ne jamais revenir. Mais rester ici, c'est nous condamner tous les 4. Claire me regarde, elle sait que je dois partir. Lucas veut venir avec moi. Il dit qu'il est assez grand maintenant, qu'il peut m'aider. Claire, elle, refuse catégoriquement. Elle pense aux radiations, aux dangers. Elle a raison, bien sûr. Mais je vois aussi la peur dans ses yeux, la peur de me voir partir seul. Et moi, au milieu de tout ça, je dois décider. Lucas me regarde avec cette lueur dans les yeux, cette envie de prouver qu'il est capable. Mais je ne peux pas. Je ne peux pas risquer sa vie. Alors, je prends la décision. Je sortirai seul. Je me souviens de mon père. Il construisait des bunkers dans les années 80. Il était convaincu que le monde allait partir en vrille. À l'époque, je le trouvais paranoïaque. Je me moquais de lui, je riais avec mes copains de ses préparatifs. Aujourd'hui, je me dis qu'il avait raison. J'ai appris à préparer des plans, à être prêt pour le pire. Ça m'a sauvé. Mais qu'est-ce que ça suffira pour sauver ma famille? Les souvenirs de mon père me reviennent souvent ces derniers temps. Sa voix, ses conseils, ses mains calleuses qui travaillaient sans relâche pour nous préparer à un avenir sombre. Il avait l'habitude de dire « Mieux vaut être prêt pour rien que pris au dépourvu ». Et maintenant, c'est moi qui répète ces mots à mes enfants, espérant qu'ils comprennent, qu'ils m'écoutent. Je décide finalement de sortir, seul. Lucas a beau insister, je ne veux pas prendre le risque. Je lui demande de veiller sur sa sœur. Claire me fixe, ses yeux me disent tout ce qu'elle ne veut pas dire à voix haute. Je lui promets que je reviendrai vite. Et dans ma tête, je me demande si c'est un mensonge. Je me dis que je dois y croire, que c'est la seule chose qui me permettra de tenir dehors. Je prépare tout. La combinaison anti-radiation, le masque, une vieille carte de la zone. Une lampe torche qui clignote un peu, un couteau pour me sentir moins vulnérable. C'est pas grand chose, mais ça fait du bien de se dire qu'on est prêt, même si on sait que c'est jamais vraiment le cas. Claire m'aide à enfiler la combinaison. Ses mains tremblent un peu, mais elle essaie de ne rien montrer. Zoé reste assise dans un coin, ses yeux fixés sur moi, sans rien dire. Lucas serre les poings, frustré. Il veut être utile, mais il comprend aussi pourquoi je ne veux pas de lui dehors. Juste avant que je parte, Lucas me dit qu'il a vu des lumières dans les ruines proches, la nuit dernière.
Il pense qu'il y a d'autres survivants. Ça pourrait être une bonne chose, mais dans ce monde, on sait jamais. Une dispute éclate. Je lui dis de ne jamais s'approcher, de ne pas prendre de risques. Il répond que je suis trop méfiant. Peut-être qu'il a raison. Peut-être que je suis devenu un vieux fou, trop paranoïaque. Mais j'ai vu ce que les gens peuvent devenir quand ils ont peur, quand ils ont faim. Je ne veux pas prendre de risques avec ma famille. Dehors, c'est pire que dans mes souvenirs. Les rues sont bloquées par des débris, les bâtiments effondrés. Le silence est oppressant, juste interrompu par le bruit du vent qui souffle entre les ruines. Je grimpe sur ce qui reste d'un mur, ma combinaison s'accroche, je sens le tissu se tendre, mais heureusement, ça tient bon. Mon cœur bat à tout rompre. Chaque pas est une lutte. J'avance prudemment, en essayant de faire le moins de bruit possible. Les rues sont vides, mais on ne sait jamais qui peut se cacher dans l'ombre. Je tombe sur une maison abandonnée. Dedans, un carnet. Je l'ouvre, curieux. Des notes sur un groupe de survivants, des croquis de pièges, une carte avec des zones marquées dangereuses. Mon sang se glace. Il y a des gens là dehors et ils sont pas là pour aider. Je dois être rapide, récupérer les pièces et rentrer. Chaque minute passée dehors augmente le risque. J'entends des bruits, des craquements au loin. Peut-être des animaux, peut-être des humains. Je serre le manche de mon couteau, même si je sais que ça ne servirait pas à grand-chose face à une arme. Je change de chemin, j'évite les zones signalées dans le carnet. Mais ça veut dire traverser un terrain contaminé. Pas le choix. Chaque pas me rapproche du magasin. Dans ma tête, je pense à Zoé. Je lui avais promis que je serais toujours là pour elle. Je dois tenir cette promesse. Le vent souffle, soulevant des particules de poussière radioactive. Mon masque est censé me protéger, mais je sens la peur monter. Et si la combinaison avait une fuite? Et si je ramenais la mort avec moi, directement dans notre abri? Quand j'arrive au magasin, il est vide. Enfin, presque. Il y a quelqu'un, un survivant armé. Il garde l'endroit. Son regard est dur, méfiant. On se bat, ça dure une éternité. Mes mains tremblent, je sens la panique m'envahir, mais je me bats pour ma famille. Pour Zoé, pour Lucas, pour Claire. Je finis par m'enfuir, les pièces dans mon sac, le cœur battant, le souffle coupé. J'ai été chanceux, cette fois. Mais pour combien de temps encore? Je rentre au bunker, blessé, mais vivant. Claire me soigne en silence. Ses mains sont douces, mais je vois l'inquiétude dans ses yeux. Lucas me bombarde de questions, je lui réponds par monosyllabes. Je suis trop fatigué, trop secoué. Mais je suis là, avec eux. Et c'est tout ce qui compte. Zoé s'approche de moi et pose sa petite main sur mon bras. Elle ne dit rien, mais son regard en dit long. Elle a eu peur, et moi aussi. La nuit tombe. Je regarde mes enfants dormir et je me demande combien de temps on peut continuer comme ça. Est-ce que c'est vraiment une vie? On est en sécurité, mais pour combien de temps? Lucas parle encore de ces messages radio, de ce groupe qui promet un refuge. Peut-être que c'est notre seule chance. Peut-être qu'un jour, on devra prendre ce risque. Mais pas maintenant. Pour l'instant, on est ensemble et c'est tout ce qui importe. Je passe une partie de la nuit à réparer le filtre à air avec les pièces que j'ai récupérées. Chaque vie que je serre, chaque joint que je remplace, c'est une petite victoire. Le système redémarre enfin, un ronronnement discret qui signifie que nous pouvons respirer un peu mieux. Claire m'aide, ses yeux fatigués mais reconnaissants. On se regarde sans un mot, mais tout est dit. On est toujours là, ensemble, malgré tout. Au matin, Lucas vient me voir. Il me parle encore de ses messages radio. Il est persuadé qu'il faut aller voir. Il veut qu'on prenne des risques, qu'on cherche quelque chose de mieux. Je comprends. Il a 14 ans, il veut de l'espoir, il veut croire qu'il y a quelque chose de mieux que ce trou sombre. Mais moi, je ne peux pas me permettre de rêver. Pas maintenant. Pas tant que je ne suis pas sûr que c'est sans danger. Lucas me regarde avec déception. Et je sais qu'il pense que je suis lâche. Peut-être qu'il a raison. Mais pour l'instant, je dois les protéger. Et ça veut dire rester prudent. On retourne à notre routine. Chaque jour est une lutte, chaque petit moment de normalité est précieux. Claire cuisine ce qu'on peut avec les rations qu'il nous reste. Zoé dessine sur des morceaux de papier jauni des paysages qu'elle se rappelle encore, des arbres, des fleurs, des maisons. Lucas reste souvent dans son coin, la radio allumée, espérant capter quelque chose, un signe d'espoir. Moi, je passe mon temps à bricoler, à renforcer notre abri, à vérifier que tout fonctionne. C'est une vie fragile, mais c'est la nôtre. Je sais qu'on ne pourra pas rester ici indéfiniment. Un jour, il faudra sortir pour de bon, trouver un endroit où vivre, pas juste survivre. Mais pour l'instant, on tient bon. On est ensemble, et c'est tout ce qui importe. Et peut-être qu'un jour, on trouvera ce refuge dont Lucas parle tant. Peut-être qu'un jour, on pourra être en sécurité. Vraiment. Mais jusque-là, chaque jour est une bataille.
Et chaque jour où je vois mes enfants sourire, même brièvement, est une victoire.